à tous. Depuis le 24 février 2022 se déroule sur notre continent le conflit le plus meurtrier engagé depuis la Seconde Guerre mondiale. Sur son déclenchement, plusieurs analyses reviennent régulièrement. On nous parle d'émancipation nationale, d'oppression coloniale, de lutte démocratique contre la dictature ou encore d'Occident contre l'Eurasie. Mais rares sont les analyses qui visent à resituer le conflit ukrainien dans la longue continuité de l'État russe moderne. Notre invité du jour, lui, le fait. Il évoque un logiciel impérial russe à l'œuvre depuis la fin du XVe siècle qui permet de mieux comprendre les dynamiques politiques de la Russie d'aujourd'hui ainsi que la trajectoire du jeune État ukrainien produit de la guerre froide et de l'éclatement de l'URSS en 1991. Cette parole rare, c'est celle de Jean-Robert Ravio. Jean-Robert Ravio, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur en études russes et post-soviétiques à l'université Paris-Nanterre. Oui. Donc c'est un pays, un empire, on en parlera, que vous connaissez bien puisque vous avez également dirigé les collèges universitaires français de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Je vais les citer. La civilisation soviétique de l'URSS à la Russie de nos jours, paru en 2006 chez Ellipse. Toujours chez Ellipse en 2008, Démocratie à la Russe. Ensuite, Qui dirige la Russie en 2007 chez Ligne de repère. Et ensuite, à la documentation française en 2016, Russie vers une nouvelle guerre froide. Et enfin, en 2023, Russie, le logiciel impérial russe aux éditions de l'Artilleur. Alors, logiciel impérial russe, quel était l'objectif de ce livre ? L'objectif, vous l'avez, merci d'ailleurs dans votre présentation, très bien rappelé, très bien résumé, c'était de donner des clés d'interprétation du conflit en cours qui sortent des polémiques, je dirais, politiques proprement dites ou politiciennes presque, ou des instrumentations idéologiques de part et d'autre, notamment côté occidental, la diabolisation de Poutine et de la Russie comme État terroriste, criminel, etc. Et du côté russe, la diabolisation d'un Occident décadent, pourri et en phase finale de son impérialisme. Donc sortir de ce conflit d'interprétation pour restituer la longue histoire. Bien que je ne sois pas moi-même strictement historien, je m'intéresse beaucoup plus à l'histoire du temps présent, mais je pense qu'on ne peut pas comprendre le conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie sans en tirer les fils historiques dans la longue durée. Donc remonter dans la longue histoire. Remonter dans la longue histoire, essayer de montrer les continuités qui vont de cette... Alors cette invasion russe de l'Ukraine en 2022, elle s'est souvent présentée comme le début d'une guerre russo-ukrainienne. En fait, c'est le début de la guerre proprement dite, mais c'est pas vraiment le début de la conflictualité. La conflictualité, si on essaie de remonter le fil de cette conflictualité entre la Russie et l'Ukraine, on tombe bien sûr sur 2014, donc changement de pouvoir en Ukraine, avec des interprétations très différentes à Moscou et à Kiev. On remonte un peu avant 2014, révolution orange à Kiev en 2005, et puis on remonte à l'indépendance ukrainienne en 91. Et puis ensuite, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette indépendance et quelles étaient les forces qui étaient politiques qui étaient à l'œuvre pendant cette chute de l'URSS et indépendance ukrainienne. Et ça nous fait remonter le fil de l'histoire, je dirais, aux années de la Seconde Guerre mondiale, puis les premières années de la guerre froide, etc. Et je pense que dans sur tous les sujets qui touchent l'espace post-impérial russe, on peut de cette manière remonter les fils. Et alors bien sûr, c'est pas un livre qui pratique le déterminisme historique. Je suis pas en train d'expliquer que tout est absolument déterminé par l'histoire mais néanmoins, je pense que on peut pas l'ignorer. Alors, comme l'émission s'appelle Passé-Présent, là on va retourner dans le passé. Alors je vais vous demander d'abord comment est-ce qu'on peut définir ce logiciel. Est-ce que c'est un processus logique? Et vous le datez de la fin, la création de ce logiciel, enfin la première version si je puis dire, vous le datez de la fin du XVe siècle. C'est ça, je le date, alors s'il fallait une date précise, je dirais 1480. Alors pourquoi 1480 ? La Russie n'existe plus. Et elle n'existe pas encore. On est dans une période où il n'y a plus d'État qui s'appelle Russie. On est sorti 3 siècles plus tôt de la Rousse de Kiev, de l'État qui avait pour capitale Kiev et qui réunissait sous la souveraineté de Kiev un certain nombre de territoires allant
de l'Ukraine actuelle à la Russie actuelle, Russie d'Europe actuelle pour simplifier, allant, disons, de la mer Noire à la mer Blanche. Voilà. Grosso modo, mais avec une souveraineté qui n'était pas établie de manière... Enfin, il y avait en tout et pour tout, peut-être à la fin du XIIIe siècle, un maximum de 4 millions d'habitants dans cette zone, donc c'est sur un très vaste territoire. Ensuite, il y a eu le joug mongol qui a mis fin à l'existence de cet État et qui a en fait morcelé ce territoire en plusieurs États qui étaient des grands principautés, qui étaient des États Novgorod, Moscou, Vladimir, etc. Et à partir de la fin du XIVe, se met en place une dynamique de rassemblement des terres russes, on va dire, avec un nouveau centre qui n'est plus Kiev, mais qui est Moscou. Et cette dynamique va s'enclencher, elle va aboutir à ce qu'on pourrait appeler ce que j'appelle vous avez un terme précis, une déclaration d'indépendance de Moscou par rapport à la Horde d'Or. Donc pendant plusieurs siècles, les souverains moscovites et les autres souverains de la Russie ont payé des tributs donc à la domination mongole, au Khan. En 1480, le grand prince Ivan III décide de ne plus payer ce tribut et de s'émanciper de ce joug tataro-mongol. Et donc c'est représenté aujourd'hui comme une déclaration d'indépendance que j'appelle, c'est représenté notamment, je pense à un tableau célèbre qui date de la fin 19e, donc on est dans d'une réinterprétation de l'histoire comme très souvent, montrant Ivan III déchirant le document sur lequel aurait été rédigé ce traité de soumission à l'Empire mongol, le déchirant sur les marches de la cathédrale de la Dormition de la Vierge du Kremlin, et disant voilà, maintenant ça y est, nous sommes libres. 1480. Ivan III, qui est grand prince de Moscou, qui ne sera jamais tsar de Russie, mais qui est grand prince de Moscou, va aussi, par un acte matrimonial très important, épouser en troisième noces, je crois, Sophie Paléologue, qui est Zoé Paléologue, qui est donc une princesse byzantine. Quelques décennies après la chute de Constantinople. La chute de Constantinople et 1453, 27 ans après, on a Zoé Paléologue qui franchit la mer Noire, qui arrive à Moscou, qui épouse le grand prince. Moscou qui est une principauté, on va dire, émergente. C'est un pays émergent à l'époque. C'est aussi un pays un territoire qui est situé sur des routes commerciales très importantes, bien avant le joug mongol. Ça remonte même à l'Antiquité. Et elle arrive avec son patrimoine à la fois financier, donc qui est plus tellement important, mais surtout culturel et dynastique. Elle amène à Moscou l'aigle à deux têtes, qui va devenir ensuite le symbole de l'Empire russe, donc directement byzantin. Et puis elle amène aussi avec elle tout un tas de courtisans et de membres de sa cour, italiens, grecs, levantins, etc., qui vont participer, je dirais, à l'ouverture culturelle de Moscou, et qui va, d'ailleurs, beaucoup d'architectes italiens de l'époque. Ce qu'on ignore souvent, c'est que dans le Kremlin, il y a beaucoup d'architectes italiens. Pas uniquement, mais beaucoup. Et alors, vous parlez de la religion orthodoxe, ça ancre aussi la Russie autour de la religion orthodoxe ? Alors ça ancre la Russie, je dirais ce tournant moscovite, cette émergence de Moscou comme donc peu à peu capitale d'un nouvel État qui va progressivement se constituer, se consolider autour de Moscou comme fondement. Donc les moscovites vont réunifier en fait la Russie autour de Moscou. Et ça, c'est très important de voir que la dynamique, elle part de Moscou. Et pour moi, Moscou... D'ailleurs, vous avez un terme, vous employez le terme de moscopolitisme. Voilà, alors c'est un terme qui est de mon invention. Alors je m'en excuse auprès des lecteurs, c'est un peu jargonnant. J'aime pas beaucoup le jargon, mais là, j'étais obligé d'y recourir. Mais vous en avez un autre, vous avez aussi oui, j'en ai un autre. Le kremlinocentrisme. C'est un peu ils marchent ensemble tous les deux. Expliquez-nous les... Moscopolitisme, c'est une dynamique politique qui part de Moscou et qui cherche à agréger toutes les ressources pour construire un pouvoir central à Moscou. Oui. Voilà. Donc cette dynamique moscopolitique, elle existe, elle se met en place en fait au 14e, 15e siècle, mais elle va devenir vraiment le logiciel impérial avec la fondation, si j'ose dire, d'un véritable État qui va pas tout de suite se proclamer empire, mais qui va se glisser dans les oripeaux et dans l'héritage byzantin. Donc, il y a une espèce de volonté de captation de l'héritage byzantin, dont l'attachement à l'orthodoxie. C'est-à-dire, l'orthodoxie, c'est la vraie foi, c'est Constantinople contre les Occidentaux.
ça tombe bien, les Polonais, les voisins, les ennemis occidentaux des Russes sont catholiques. Et ils n'ont qu'une idée, c'est de voir convertir Moscou et d'assujettir Moscou. Bon. Donc, Moscou va se cramponner, si j'ose dire, s'attacher à être plus orthodoxe que Constantinople elle-même ne l'était, en récupérant d'abord les symboles politiques, mais aussi religieux, donc en captant cet héritage. Alors parfois en l'adaptant, mais en le captant. Et donc cet ancrage orthodoxe, c'est de mon point de vue un ancrage très politique, et très géopolitique. Qui est toujours d'actualité. Qui est toujours d'actualité. Alors évidemment, aujourd'hui, le pape François et le catholicisme sont plus considérés comme les ennemis absolus à Moscou, mais l'orthodoxie aujourd'hui est davantage utilisée, je dirais, comme soutien à la légitimité du régime actuel et à sa légitimité historique. Ça l'ancre dans l'histoire. Parce qu'il y a une très grande rupture, alors là, je vais très vite, mais c'est la rupture soviétique. Et donc là, on voit que le pouvoir actuel, et Vladimir Poutine en particulier, fait un usage très particulier de la parenthèse soviétique. On en reparlera un peu plus tard. Mais alors, la Russie de l'Empire russe, c'est aussi un continent, donc ça, c'est pas... Absolument. Alors, c'est ce que j'essaie de montrer. La Russie, c'est un État, donc c'est une dynamique étatique qui va se constituer, donc 15e, 16e siècle pleinement, puisque avec non plus Ivan III, mais avec son petit-fils, Ivan IV, dit le Terrible, qui est le dernier... qui va être le dernier de la dynastie des Riorikides qui remonte à la Rousse de Kiev. Donc il ferme une parenthèse. Mais il ouvre une nouvelle parenthèse, qui est celle d'un État russe centralisé autour de Moscou, avec une armée puissante. Un État qui a réunifié autour de lui, sous sa coupe, les principautés de la Russie d'Europe, en tout cas autour de Moscou, Novgorod, Vladimir, etc. Et qui va, à partir de 1547-1548, continuer son expansion territoriale vers l'Est, d'abord, vers la Sibérie, en conquérant en 1552, pour moi c'est une date clé, 1552. 1552, c'est la conquête de l'émirat de Kazan, qui est un ancien émirat mongol, tatar, musulman, islamisé au Xe siècle. Donc on est là dans une civilisation très installée, avec un État véritablement constitué, etc. Donc cette conquête et cette annexion de l'État tatar de Kazan va être la première paire d'un empire. Alors, on a déjà un peu la première paire d'un empire historiquement, c'est-à-dire la captation de Byzance et la constitution d'un État centralisé autour de Moscou. Et puis là, cette fois-ci, un véritable empire géopolitique au sens où on va agréger et intégrer dans cet empire des populations qui ne sont ni slaves ni orthodoxes. Et ça, quel est le but ? Est-ce que c'est une volonté expansionniste C'est une volonté expansionniste. C'est une volonté aussi de trouver un débouché dans l'expansion, non seulement politique et militaire, mais également économique. Et en sécurisant, en fait, l'Interland oriental pour pouvoir ensuite mener des batailles et se défendre contre l'Occident. C'est-à-dire que la Russie a toujours eu un œil à l'Est et un œil à l'Ouest. Bon, aujourd'hui, ce pivot vers l'Est dont on parle aujourd'hui, c'est un pivot historique. Il y a toujours eu cette dualité. Et donc, cette conquête territoriale, elle va se poursuivre parce qu'elle permet aussi d'enrichir, de rémunérer, on va dire, un certain nombre de nobles en terre. Donc voilà, Moscou, la domination moscovite, c'est vous avez à charge la noblesse de service, vous avez la charge de faire la guerre et de défendre le nouvel État. Donc, mais en même temps, vous avez acquérir des terres, vous enrichir grâce à nous. Donc cette entreprise coloniale de colonisation de la Sibérie, elle va durer plusieurs siècles, 2 siècles environ, et elle va être menée de manière extrêmement intéressante. J'en parle un peu. Bon, il y a des ouvrages très passionnants sur la question, donc auxquels je renvoie, notamment l'ouvrage d'Eric Esli, qui pour moi est indépassable sur la conquête de la Sibérie, mais j'essaie de montrer comment la Sibérie va devenir, la conquête de la Sibérie et de l'Extrême-Orient russe va constituer géopolitiquement cet empire. Ça va vraiment donner à l'empire de Russie un hinterland plein de ressources, mais aussi une profondeur géostratégique unique au monde.
en fait, par sa profondeur, et qui va être une véritable ressource géopolitique jusqu'à aujourd'hui. Et du côté de l'Ouest? Alors, du côté de l'Ouest, on est à l'époque... Il y a le Sud, ils ont commencé dans quel sens? Alors, d'abord l'Est, ensuite l'Ouest, c'est-à-dire l'Europe. Ensuite, troisième phase d'expansion vers le Sud. Et là, elle est plus tardive. L'expansion vers le Sud, elle commence au début du 19e siècle. Enfin, pas tout à fait. Elle commence en fait au 17e, 18e avec la conquête de la steppe et ce qui est aujourd'hui le Kazakhstan, Nord-Kazakhstan. Mais elle va se reprendre à la fin du 18e, sous Catherine II, notamment avec la prise de la côte de la mer Noire et la fondation d'Odessa, la mise sous tutelle russe de la Crimée, et toute cette nouvelle Russie, Novorossie, un terme qui revient aujourd'hui dans le discours, la fondation de villes comme Melitopol, Mariupol, tout ça c'est en pleine actualité. Ce sont des villes et des territoires qui ont été conquis par la Russie à la fin du XVIIIe. Puis ensuite, on a la conquête du Caucase, au début du XIXe, et celle de l'Asie centrale du Sud, l'actuel Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan et Turkménistan, à la fin du XIXe. Donc, en fait, cette conquête territoriale, en plusieurs étapes, fait de la Russie un empire continental, marqué par sa continentalité, mais également une grande puissance mondiale, d'abord européenne. Alors ça, c'est acté, on va dire, en 1815, avec le congrès de Vienne et la présence d'Alexandre Ier en personne au congrès. Et puis ensuite, une puissance globale, puisque lorsque la Russie va s'étendre vers l'Asie centrale, elle va devenir la voisine d'un autre empire global, enfin d'un empire global, de l'empire global britannique, en Inde. Et là, les deux pays, à la fin du 19e, vont rapidement être en conflit dans une zone particulièrement stratégique de cette région qui jouxte à la fois l'Inde britannique et l'Asie centrale russe, qui est l'Afghanistan, qui est devenu un territoire en fait, dès la fin du 19e siècle, et même le milieu du 19e siècle, commence, je dirais, d'un point de vue géopolitique, une ère dans laquelle nous sommes toujours, en réalité. Alors, mais est-ce que c'est aussi une forme de vouloir sécuriser tous les confins toutes les marches de l'Empire? Alors sécuriser, c'est une gageure, parce que c'est très complexe. Oui. Voilà. Donc la sécurisation n'est jamais acquise. Donc ce que j'essaie d'expliquer, et ce qui fait, je dirais, la particularité de la manière dont la Russie, l'État russe va exercer sa puissance, et va en fait projeter sa puissance du point de vue géopolitique, c'est à la fois une militarisation forte du pouvoir et de la stratégie, disons, on va dire, la stratégie géopolitique générale, c'est-à-dire le militaire est essentiel, parce qu'effectivement, il faut sécuriser ses confins, mais il faut aussi assurer surtout la sécurité de Moscou, qui est vraiment, je dirais, le centre du pouvoir, et il faut que l'État russe soit solide. Et la solidité de cet État russe n'est jamais acquise. Voilà. Et je dirais que c'est particulièrement intéressant de souligner ce que j'essaie de faire dans le livre, j'espère que ça transparaît bien, que les dirigeants eux-mêmes ont conscience de la grande fragilité de l'État. De ses faiblesses, de ses impasses, de ses faiblesses notamment intrinsèques. Quelles sont ces faiblesses? Voilà. C'est l'immensité, justement. L'immensité, la gestion d'un territoire aussi vaste qui est extrêmement complexe à gérer. En termes de quoi? De communication? En termes de communication, en termes de peuplement d'abord. Oui. C'est un enjeu, on a beaucoup de territoires mais très peu peuplés, surtout la Sibérie. Comment peupler ce territoire? C'est pas le tout d'avoir conquis militairement telle place forte, etc. Il faut encore maintenir cette présence. On n'a pas de colonisation à la manière des Occidentaux. Alors, on a beaucoup moins d'abord. On a une colonisation, mais qui est insuffisante. Voilà. Et puis surtout, il n'y a pas de population, très peu de population. C'est très épars. On a trouvé, je cite, je crois dans le livre à un moment, un auteur russe sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui est un auteur du 19e siècle, et qui s'est beaucoup intéressé à la Sibérie et qui était d'ailleurs lui-même un partisan de l'autonomie politique de la Sibérie au sein de l'Empire russe. On est en 1848-1850. Et il va dire, écoutez, voilà, le problème, pourquoi est-ce qu'il faut l'autonomie de notre province, ou constituer une forme d'autonomie politique? Parce que tout simplement, lorsque le tsar, à Saint-Pétersbourg, encore une fois, on est en 1850, envoie un ordre, ou lorsqu'on reçoit des ordres, lorsque le gouverneur général d'Irkoutsk reçoit des ordres, il les reçoit avec un décalage de 10 jours. Oui. Bon, donc, alors aujourd'hui, bien sûr, il y a Internet, tout ça a changé. Mais néanmoins, un des débats les plus... une actualité récurrente en Russie, c'est la question de la télémédecine.
Vous voyez, aujourd'hui, au XXIe siècle. En 2018, lorsque Poutine faisait campagne pour se faire réélire, on lui a glissé à l'oreille qu'il faudrait peut-être parler un peu de questions sociales, que l'Ukraine et la Syrie, ça va 5 minutes, mais les gens ont envie de savoir pourquoi les salaires n'augmentent pas suffisamment. Enfin, bon, et surtout pourquoi il y a une désertion des services publics dans plein de régions. Et il avait donc axé sa campagne sur ces questions d'utilisation du numérique pour assurer des services publics dans des territoires éloignés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Russie est un pays qui a beaucoup de mal à maintenir une égalité. Ça a fonctionné. D'ailleurs, il y en a pas. Ça fonctionne, mais quand on se promène en Russie, on s'aperçoit très vite qu'il n'y a pas d'égalité des territoires. Il n'y a nulle part d'égalité des territoires. C'est d'ailleurs un mythe, mais il y a une très très grande disparité socio-économique des territoires, et c'est aussi un facteur de fragilité de l'unité de l'État. Donc l'unité n'est jamais acquise. Voilà, c'est d'ailleurs une raison pour laquelle, à mon avis, le parti de Poutine s'appelle Russie unie, parce que c'est l'objectif, c'est qu'elle soit unie. Mais elle est très difficilement... Enfin, cette union ne relève pas la simple proclamation. C'est vraiment une politique qui doit... Et des politiques qui doivent être mises en œuvre. Mais est-ce que cet État fort est une constante du logiciel impérial russe depuis Moi, je ne dirais pas que c'est un État fort. Moi, je dirais que c'est un pouvoir fort. Ça, c'est une colonne vertébrale. Voilà. Il y a un pouvoir fort avec un État qui n'est pas si fort que ça. Voilà. Qui est efficace. Qui a ses faiblesses. Qui a son efficacité, qui... Je dirais par exemple, l'État russe aujourd'hui fonctionne beaucoup mieux que l'État des années 90, ça c'est une évidence, ou même que l'État soviétique de la fin de la période Gorbatchev. Mais il n'y a pas de période où on peut dire qu'il y a un État fort. Il y a un pouvoir fort, et parfois même totalitaire, extrêmement violent et utilisant la violence politique, comme dans les années 30. Mais il y a l'État fort en Russie est toujours une espèce de volonté politique. Comme on ne peut pas avoir d'eau, il faut cultiver la force parce que sinon on va s'écrouler. Voilà, c'est ça, je dirais, qui est dans toutes les têtes. Et certainement, alors je ne suis pas dans la tête de Poutine, je n'ai pas la prétention, mais je suis persuadé, en étudiant ses discours, sur lesquels je travaille pas mal, parce que je suis en train d'écrire une petite biographie de lui, c'est vraiment un thème récurrent, la fragilité de l'État. Donc, il ne faut pas confondre l'État et le pouvoir. Voilà. Et le pouvoir est fort pour que l'État soit le plus fort possible. Mais c'est jamais acquis. Et tous ces peuples de l'Empire russe, enfin aujourd'hui de la Fédération de Russie, avant de l'URSS, donc il y a le peuple russe lui-même, on n'est pas dans un empire ethnocentré. Alors, c'est très compliqué d'utiliser toutes ces notions d'ethnocentrisme et d'ethnie, de nation, etc. dans le domaine russe parce que la notion de nation, elle est très européenne. Bon. Et je dirais que la notion de nation, elle correspond bien à une réalité dans les pays baltes. Là, il y a des nations baltes, c'est une notion qui est parfaitement légitime. Elle marche très bien aussi dans le cas de la Géorgie ou de l'Arménie ou même de l'Azerbaïdjan, ou même de l'Ukraine. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a une véritable nation ukrainienne. Et en tout cas, il y a une dynamique nationale en Ukraine depuis la fin du 19e. Enfin, en Ukraine, dans les territoires ukrainiens, soit polonais, soit russes. Mais pour ce qui est de la Russie, c'est complexe, parce que le peuple russe, il n'y a pas... La nation russe, c'est quelque chose de c'est une notion que je n'emploierais pas... C'est pas une ethnie, voilà. C'est très complexe. Alors, elle existe. Il y a un peuple russe ethniquement, donc on peut retracer, donc voilà. Mais en réalité, très très vite, le peuple russe se mélange avec des éléments qui sont pas russes, tataro-mongols, etc., etc. Et aujourd'hui, le peuple de la Fédération de Russie, comme le dit la Constitution, donc on ne parle pas de peuple russe, mais de peuple de la Fédération de Russie, c'est une agrégation d'ethnies, de religions et de peuples qui sont pour les uns tout à fait dissociables, les Tchétchènes, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont, on va dire, d'origine multiethnique. Voilà. Alors le ciment, il y a 2 ciments historiques je dirais, de la Russie. Alors, 3 ciments. Alors l'État, bien sûr, mais l'État, au-delà de l'État, il y a la langue, très important. La langue russe est une langue qui est aujourd'hui parlée par l'ensemble des Russes et d'une grande partie des pays, des habitants des pays qui jouxtent la Russie, qui sont d'anciennes républiques soviétiques.
cette langue russe, ce qu'il faut savoir, en dépit de la très très grande vastitude du territoire, elle varie très très peu. Il n'y a pas d'accents régionaux. Un petit peu, il y a des petits accents dans le sud, Kuban, tout ça, bon, on entend des choses très caractéristiques, qui ressemblent d'ailleurs un peu à l'accent qu'on a en Ukraine orientale. Mais il n'y a pas de véritable... Il y a beaucoup moins de différences linguistiques encore aujourd'hui à l'oreille qu'en Allemagne ou qu'en Italie, où là, les dialectes sont encore très présents. Il n'y a pas... La langue est unifiée. C'est un facteur d'unification, la langue. Très, très fort. Qui date de l'époque soviétique ? Donc, la russification, elle date de l'époque soviétique. Pourquoi ? Parce que, à l'époque impériale, au XIXe siècle, il y avait très peu de mobilité géographique des populations. Donc, chacun était dans son village, etc. Seules les élites, par exemple, géorgiennes ou tatares, etc., apprenaient le russe pour s'intégrer, pour entrer, je dirais, dans la mécanique élitaire du pouvoir de Saint-Pétersbourg. Mais à l'époque soviétique, qu'est-ce qui se passe dans les années 20 ? C'est une giga migration dans tous les sens. Il y avait 30. C'est une période de brassage considérable. Brassage, la révolution va... Enfin bon, je pourrais revenir là-dessus si ça vous intéresse, c'est très intéressant. C'est là que va se fabriquer, je dirais, un nouveau substrat. On va en parler, parce que je voulais parler des grandes crises, justement, 17, 41, et donc 90. on est aujourd'hui, le peuple russe d'aujourd'hui, c'est vraiment un peuple slavo, tataro, voilà. Mais évidemment, unifié par la langue, unifié par l'État, unifié par des symboles, et unifié par un patriotisme qui reste très fort. Ça, c'est quelque chose que je développe beaucoup parce que c'est une réalité qu'il faut bien comprendre. Le patriotisme en Russie, c'est pas juste des patriotes comme en France, où c'est plutôt la droite ou des gens un peu souverainistes, etc. C'est vraiment un phénomène. Tout le monde est patriote. Voilà. Presque tout le monde. C'est vraiment Quel que soit l'échiquier politique. Quel que soit l'échiquier politique. Les communistes, a fortiori. Et donc, ce qui veut dire que ce patriotisme, il a pour socle la Seconde Guerre mondiale, la période soviétique. Voilà. Le patriotisme russe d'aujourd'hui, c'est en fait le patriotisme soviétique de l'après-guerre. Justement, donc le logiciel, on peut dire que récemment, il a connu 3 gros bugs, si je puis dire. Donc 1917, on vient d'en parler. Donc 41, où là, vraiment l'État était très faible. Ah oui, on est passé près de la catastrophe quand même. Les Allemands étaient les années 90 sur lesquelles on va s'étendre. Absolument. Donc 41, est-ce qu'on peut dire 17, c'était une grosse rupture ou pas ? Oui, c'est une grosse rupture, 17. Bien sûr, c'est l'éclatement de l'État. Ouais. C'est la chute de la dynastie Romanov qui tenait le pays depuis 1613, depuis exactement... Mais d'un autre côté, l'État s'est reconstitué assez vite. Alors assez vite, mais au prix quand même d'une à peu près 7 ou 8 millions de morts de la guerre civile. Donc c'était pas une mince affaire et ça a profondément divisé les Russes et ça a profondément exclu une partie de la Russie, notamment une partie de la noblesse russe, l'aristocratie qui est soit morte sur les champs de bataille, soit a été exilée et été expulsée. C'est un vrai traumatisme. Donc oui, l'État s'est reconstruit sous la férule des bolcheviks. C'est eux qui ont reconstruit l'État. Mais toujours en suivant le logiciel. En reprenant le logiciel. Ouais. Alors, en reprenant le logiciel, centralisation politique, Moscou. D'ailleurs, très symboliquement, on va replacer la capitale à Moscou en 1918, ce qui, à mon avis, est un symbole pas volontaire. C'était pas volontaire de la part des bolcheviks de s'inscrire dans la tradition. Vous savez que la capitale a été déplacée en 1703. La capitale a été déplacée à Saint-Pétersbourg, ville construite par Pierre le Grand. Mais on revient à Moscou et on va se replacer dans une dynamique de reconquête des territoires. Au nom de la révolution, au nom de la révolution mondiale, du socialisme, du communisme, etc. Mais la politique qui est menée va être celle d'une recomposition géopolitique du territoire au maximum de ses possibilités. On lâche la Finlande, on lâche la Pologne, on lâche les pays baltes. On lâche provisoirement la Transcaucasie pour la reprendre par des coups d'État en 1921, mais on va reconstituer la profondeur territoriale et une URSS qui va devenir l'héritière de la Russie. Mais une héritière non pas juridique, en rien, mais une héritière géopolitique. Uniquement. Et donc en 41, vous dites, on passe tout près de la catastrophe. Oui, très près de la catastrophe. Du côté russe, mais parce qu'on a un État faible au moment de l'invasion. On a un État affaibli par les purges qu'avait mené Staline. Bon, pendant à partir de 1936, il y a une mécanique infernale qui se met en place à Moscou, qu'on appelle les procès de Moscou, qui vont toucher des millions de personnes. C'est pas juste. Bon, les premiers procès sont très
ciblé sur d'abord on élimine les vieux bolcheviks, c'est une purge interne du parti, et puis on va purger beaucoup de secteurs, secteur par secteur, secteur économique par secteur économique, et en 1938 intervient la grande purge de l'armée, qui va priver l'armée soviétique, je ne sais plus exactement, je parle sous le contrôle de Jean Lopez et autres grands spécialistes, je crois que c'est à peu près un tiers des officiers soviétiques qui va disparaître dans les purges en 1938. Disparaître, c'est-à-dire soit être fusillé, soit être envoyé en camp. Donc, on est en 1941 dans l'armée très affaiblie. En septembre 1941, l'armée allemande se trouve à 30 km du Kremlin, quand même. Si ça, c'est pas un affaiblissement de l'État russe, et j'ai bien expliqué moscopolitisme et kremlinocentrisme. Kremlinocentrisme, c'est la centralisation autour du chef de l'État, du Kremlin ou du chef du parti, peu importe, des pouvoirs. Là, les Allemands sont à 30 km du Kremlin. Voilà. Plus près que... Napoléon n'a jamais été en fait du Kremlin. Il a regardé de loin, mais c'est pas approché. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, oui, on est passé près de la catastrophe. Bon. Et ce qui a été mal compris en Occident après-guerre, c'est que, ce qui est toujours mal compris, je pense, c'est que cette invasion allemande, elle est bien sûr vue comme la propagande officielle et la rhétorique officielle parle de fascisme. En fait, en Russie, on parle de fascisme pour l'ensemble. Hein. Les nazis sont aussi des fascismes. Le germano-fascisme, comme on disait à l'époque soviétique. Bon, alors ce germano-fascisme, en fait, c'est une des matérialisations historiques d'une hostilité occidentale à l'égard de la Russie. C'est pas juste les nazis. C'est ce qui permet aujourd'hui, par exemple, à la rhétorique officielle russe de faire passer, enfin, disons, d'assimiler le pouvoir de Kiev dans la continuité de ce germano-fascisme. Voilà. Il s'appuie sur une propagande et une construction de la rhétorique historique, d'une part, mais il s'appuie aussi sur une menace perçue comme venant de l'Occident. L'Occident est dangereux. Et c'est une menace qui continue pour eux d'exister. Et en 90, là, on a également un gros traumatisme. Alors c'est 91 et effectivement, là oui, les années 90, c'est un gros traumatisme aussi. Alors là, c'est plus je dirais la révolution, c'est l'implosion. Hein. C'est cette révolution gorbatchevienne qui a complètement échoué. L'État est très désorienté, l'organisation économique est complètement par terre et la politique étrangère est sans dessus dessous. Donc là, on sort du logiciel. Là, c'est vraiment. Alors là, on sort du logiciel, tout en. Mais l'État éclate, l'URSS éclate. Il y a plusieurs États. Ça veut dire que Gorbatchev n'avait pas compris le logiciel ? Non. Je pense que pour comme beaucoup de gens, il tenait le logiciel pour acquis. Et je pense que si Gorbatchev a été aussi loin dans ses réformes, en dépit des avertissements qu'il recevait, parce qu'aujourd'hui on commence à avoir un peu accès aux archives de cette période. Il y a déjà pas mal de collègues russes qui ont écrit des choses très intéressantes à partir des archives du comité central, auxquelles ils ont accès, nous pas encore, des années 80. On voit que sans cesse, pendant la perestroïka, Gorbatchev recevait des alertes. Notamment du KGB, qui lui disait « Mais attendez, qu'est-ce qui se passe dans telle usine, qu'est-ce qui se passe là ?» Bon. Je pense qu'il était déconnecté, tout simplement. Très déconnecté de la réalité du pays. Et qu'il a tout basé sur Paris, ce que j'appelle le pari de Gorbatchev, le bouquin, qui est de dire, voilà, on va désarmer, on va montrer à l'Occident qu'on ne présente plus un danger. En espérant qu'en face... On liquide le bloc. On démocratise à l'intérieur, on fait des réformes économiques et ils verront qu'on est de bonne volonté, de bonne foi et ils vont désarmer, eux aussi. Voilà, mauvaise pioche, si j'ose dire, et très mauvaise anticipation. Il y avait dans l'appareil du comité central du parti, notamment au département international, qui regroupait les top diplomates de l'URSS, des gens qui disaient à Gorbatchev « attention », même plus qu'attention, il était extrêmement critiqué à l'intérieur des instances suprêmes du parti. Mais il a quand même précipité cette logique de décomposition. Et comment fait Poutine lorsqu'il accède au pouvoir ? Comment fait-il pour réactiver le logiciel ? Quels sont ses premiers... Alors il va réactiver le logiciel qui a été... On a la parenthèse Eltsine. Alors Eltsine a fait ce qu'il a pu. Il est toujours un peu, je dirais, passé par pertes et profits, Boris Nikolaïevitch, mais... moi, je défends beaucoup Eltsine. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui s'est trouvé dans une situation extrêmement difficile et qui était aussi au cœur... Enfin, il a dû arbitrer entre des conflits considérables.
dans une situation où la Russie était très affaiblie, très pauvre et très dépendante des créditeurs occidentaux. Il a fait ce qu'il a pu et il a maintenu une sorte d'unité de l'État extrêmement fragile. C'est la période, pendant les années 90, c'est passionnant parce que c'est la période où on voit tous les mécanismes anciens, je dirais, surgir, apparaître au grand jour, et tous les mécanismes nouveaux qu'on voit aujourd'hui se mettre en place. Ouais. Donc pour moi, c'est la période historique charnière et qui sera, en tant que pour les historiens, une période absolument passionnante à étudier. On va dire, on va attendre les années 2030, 2040, où on commencera à avoir des matériaux vraiment inédits. Il va maintenir une unité en se fondant sur l'idée qu'on va aménager une espèce de démocratie, de négociation permanente entre le pouvoir central et les entités fédérées. Donc c'est ce que j'appelle le fédéralisme différentiel. Alors c'est évidemment très fragile, ça dépend beaucoup, mais c'est une forme de kremlinocentrisme aussi. Voilà, une forme de kremlinocentrisme non autoritaire qui a ses limites parce que évidemment c'est très difficile de gérer. À nouveau, on s'aperçoit de la fragilité de l'État russe parce qu'à ce moment-là, on s'aperçoit que l'État russe n'a plus, que le Kremlin a beaucoup moins la main sur les politiques qui sont mises en place dans les régions. Par exemple, dans les années 90, des régions assez puissantes économiquement vont dire « Nous, on veut avoir notre propre fiscalité. Voilà. Et puisqu'on reverse à Moscou une partie importante de notre budget, on veut aussi garder une partie importante et avoir une autonomie plus large. Yeltsin va accepter ça, il va accepter de négocier en fait une fiscalité, si j'ose dire, différentielle avec chaque région. Ce qui fait que sur tout le territoire de la Fédération de Russie, vous avez une situation juridique et fiscale inextricable. Un investisseur étranger arrive et dit je voudrais investir dans telle région. Ah oui, mais dans telle région, il y a tel et tel statut, etc. C'était ingérable en fait à terme. Qu'est-ce que va faire Poutine ? Il va marcher dans les traces de Yeltsin, mais il va remettre un coup de kremlinocentrisme centralisé et remettre tout ça, ce qu'il va appeler le rétablissement de la verticale du pouvoir. Je pense que ça se passe de commentaires et recentralisation administrative, fiscale. Et c'est vraiment la matrice de la politique de Poutine, c'est cette recentralisation administrative et fiscale, qui va ensuite évidemment évoluer sur 20 ans vers une recentralisation politique. Et puis, d'ailleurs, mais dans tous les délires des spécialistes, des poutinistes, on le compare aujourd'hui à Staline, on le compare à un dictateur. Et est-ce qu'il réécrit l'histoire aussi de la période communiste ? Comment Alors c'est intéressant. Alors il réécrit l'histoire à sa manière, bien sûr. Oui, c'est pas de la manière soviétique. Voilà. Parce que à plusieurs reprises, Poutine a donné des signes de la distance qu'il a avec l'histoire de l'URSS. Alors, Staline, aujourd'hui, est une personnalité intouchable pour ce qui est de la période 41-45. Grande guerre patriotique. Grande guerre patriotique, unité autour du chef de l'État, vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est quand même très discutable, les historiens le savent, mais ça marche. Mais il est intouchable entre 41 et 45. On est toujours dans le culte des anciens combattants. On est toujours dans le culte des anciens combattants. On est un peu plus... pendant les années 90, il y a une vraie redécouverte de l'histoire des purges des années 30 et des exactions, des violences du régime bolchevique dans les années 20 et puis surtout 30. Tout ça est maintenant mis un peu, je dirais, sous silence. Je dirais pas que c'est complètement étouffé, mais il se trouve que la plupart des personnes qui sont actives à la fois dans l'entretien pas les historiens, mais aussi ceux qui restituent ce patrimoine historique des années 30 et la mémoire notamment des déportés et des victimes, sont très anti-Poutine. Donc de cette configuration-là, ça fait qu'ils ont beaucoup moins la voix. Il y a par exemple l'association Mémorial, qui est la première association qui est constituée pour restituer la mémoire des déportés du Goulag dans les années... association constituée, les années 80, et sous le coup de la loi sur les agents étrangers, elle a fermé, quasiment interdite, etc. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc il y a effectivement une réhabilitation, ou plus exactement, Staline n'a jamais été considéré... Staline 41-45 n'a jamais été touché, mais même par Yeltsin. Par contre, le Staline des années 30 était évidemment démantelé. Le stalinisme, il est beaucoup moins aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le positionnement de Poutine sur la période de la Révolution. Et ça, c'était en 2017, il y a eu le centenaire. Et il n'y a eu aucune commémoration. Aucune.
Voilà, aucune commémoration. Et lorsque vous allez au musée, dans l'espèce de parc historique, une espèce de musée multimédia à Moscou, il y en a maintenant partout dans toute la Russie, qui présente en fait avec des montages, enfin sous une forme contemporaine, vidéo, documents d'archives. C'est une espèce de promenade comme ça c'est une espèce de La Villette historique, voilà. On a une présentation de cette période intéressante où on voit effectivement très peu la Révolution. On explique que c'est un coup d'État, que voilà, et on met des documents montrant qu'effectivement Lénine et ses camarades étaient probablement payés par les Allemands, hein, c'est clairement dit. Et par contre, on a 2 salles entières sur la mémoire de la famille de Nicolas II. Alors, nous allons maintenant aborder le conflit récent, comme je disais en introduction, donc depuis le 24 février 2022. Invasion de l'Ukraine par les troupes soviétiques, on n'appelle pas ça une guerre, hein, là-bas. Les troupes russes. Les troupes russes, pardon. Oui. On n'appelle pas ça une guerre, là-bas, c'est une opération spéciale. Voilà. Et donc, est-ce que cette opération spéciale rentre dans le cadre du logiciel? Et est-ce qu'on peut dire que le logiciel a été réactivé également par les Occidentaux? Alors, premièrement, est-ce que l'opération spéciale est une guerre, en fait, hein? Depuis quelques mois, à la télé, même officielle, le mot guerre s'échappe de temps en temps et ça ne fait pas, ça ne provoque pas. Parce qu'au début, c'était quasiment c'était strictement, c'était totalement interdit et prohibé. Alors, cette guerre, hein, donc cette invasion russe, c'est une invasion. Hein. Bon, les troupes russes entrent dans l'Ukraine. Non seulement elles ont fait une entrée dans les territoires sécessionnistes de l'Ukraine orientale, mais aussi dans les territoires non sécessionnistes. Hein. Donc c'est clair, il n'y a pas de doute. Maintenant, lorsqu'on cherche à savoir dans quelle séquence historique on s'inscrit, on peut choisir de réduire la focale et de dire, ben voilà, on est dans une période nouvelle, puisque jusqu'à 2022, la Russie soutenait les sécessionnistes de l'Est de l'Ukraine, mais en même temps ne les soutenait pas de manière très ouverte, et il n'y avait pas de violation de la souveraineté, etc. Et donc, là, on est dans une rupture. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est... Du point de vue du logiciel impérial, on est complètement dans la logique du logiciel impérial où l'objectif n'est pas de conquérir des territoires supplémentaires, mais l'objectif est de sécuriser en fait l'État russe, donc kremlinocentrisme, moscopolitisme et sécurisation. Pourquoi ? Parce que depuis 2014, de manière vraiment ouverte, mais un peu avant déjà, l'Ukraine, qui est un des 2 principaux voisins de la Russie, enfin les 3 principaux voisins de la Russie, il y a le Kazakhstan, la Chine et l'Ukraine, qui sont les grandes frontières. L'Ukraine, c'est un pays à la fois très proche de la Russie, culturellement, linguistiquement, religieusement, tout ce que vous voulez. C'est un pays avec lequel les Russes, en fait, il y a beaucoup de gens en Russie qui ont des origines ukrainiennes, qui ont des Ukrainiens dans leur famille, et inversement. Donc, ce sont les deux populations très mélangées. Qui ne se perçoivent pas comme des étrangers tout à fait, voilà. Entre les Russes et les Kazakhs, par contre, c'est beaucoup plus simple. Hein. Voilà. Mais voilà, les Russes et les Ukrainiens, c'est plus complexe. Cette séquence historique, elle doit être aussi replacée dans une séquence plus vaste, à mon sens, qui est la séquence de la fin de la guerre froide et de l'après-guerre froide. C'est-à-dire l'Ukraine a été perçue à Moscou d'une manière grandissante comme un territoire de plus en plus sous l'influence des États-Unis et de l'Occident, et de plus en plus comme une sorte de cheval de Troie qu'on conseillait, qu'on soutenait, dont on soutenait les forces opposées aux forces, disons, politiques. Il y avait 2 camps, on a coutume de dire, c'est un peu simplifié, mais le camp pro-russe et le camp pro-occidental, c'est très simplifié, mais on va partir là-dessus. Effectivement, le camp pro-russe de Yanukovych était soutenu par le Kremlin, bien sûr, mais n'était pas si pro-russe que ça. C'est-à-dire qu'ils avaient pour objectif de faire une diplomatie qui reste alliée à la Russie, mais qui s'ouvre aussi, en même temps à l'Union européenne et à l'Occident. C'est devenu impossible en 2014. Voilà. Puisque de part et d'autre, l'Ukraine voulait en quelque sorte être à la fois un pied dans l'Union européenne, un pied dans l'Union asiatique. On a vu que d'un point de vue géopolitique, et des 2 côtés, c'était impossible. Et c'est là qu'on a commencé à être dans une logique vraiment de confrontation. Il y a eu le vote des sanctions occidentales, européennes, puis américaines, puis européennes contre la Russie en 2014. Et c'est devenu dès le départ, c'était un conflit
russo-ukrainien, mais aussi un conflit russo-occidental en Ukraine. Voilà. Et donc on est dans le cadre d'un conflit défensif de la part. Alors pour la Russie, du côté des oui, Russes. bien sûr, pour la Russie, c'est un conflit défensif, parce que c'est lutter contre un pays qui est en train de devenir un danger, non pas en tant que tel, mais un danger. Parce qu'il est instrumentalisé par les Occidentaux, armé par les Occidentaux. On sait que depuis 2014, après le changement de pouvoir, le SBU, donc le bâtiment des services de renseignement ukrainiens, dispose d'un étage avec des services occidentaux qui travaillent d'arrache-pied. On sait aujourd'hui que dans cette guerre, les Ukrainiens, on le sait, c'est tout à fait officiel, sont soutenus militairement et du point de vue du renseignement par les pays de l'OTAN. Donc on n'est plus du tout dans une guerre russo-ukrainienne aujourd'hui. Et Poutine joue sur le temps long, toujours ? Oui, bien sûr. Bien sûr, il joue sur le temps long. Donc cela nous affaiblit. C'est-à-dire, Poutine et la Russie, c'est même pas seulement Poutine. Oui. Admettons que Poutine meure, par exemple, demain et qu'il soit remplacé. Bon, ce qui n'est pas à souhaiter du point de vue occidental, parce que ça serait pire pour les Occidentaux. Ce diable est mort, il va falloir en trouver un autre. Mais admettons, bon, je pense que le successeur appliquerait exactement la même politique, voilà, qui est une politique très claire, très bien définie. Alors, elle n'est pas très claire sur le plan tactique, parce qu'on ne sait pas si bon. Mais sur le plan, disons, géopolitique, elle est absolument claire. Elle est limpide. Côté occidental, on ne sait pas ce qu'on veut. Voilà. Et c'est ça la différence. C'est que les Russes savent très bien ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent obtenir. Neutralisation de l'Ukraine, démilitarisation, anéantissement de la capacité destructrice ou du danger ukrainien, ce qui est perçu comme le danger ukrainien. C'est quoi le danger ukrainien ? C'est le fait que des armes et que cette terre ukrainienne devienne une terre, disons, où soit disposer des armes hostiles à la Russie. C'est assez clair. Oui. Bon. Reprise en main de la mer Noire aussi, accessoirement, c'est très important, on n'en a pas parlé, mais c'est très important. Bon, c'est ça les objectifs russes, c'est pas de gagner une région ou deux, etc. Côté occidental, les objectifs, c'est d'affaiblir la Russie, mais pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Voilà. Et à vrai dire, j'ai beau écouter très attentivement président américain, président français, chancelier allemand, j'ai toujours pas compris quel était l'objectif. Est-ce que l'Ukraine est considérée comme un territoire extrêmement géoéconomiquement tellement important qu'il faut absolument investir des sommes très importantes dans la défense de ce territoire? Bon, j'ai pas l'impression. C'est quoi le but? Voilà, on a une guerre qui est menée par, d'un côté, le Kremlin, qui se situe dans sa continuité de ce logiciel impérial, dont les objectifs sont assez facilement définissables, contre une coalition de puissances occidentales dont les objectifs ne sont pas définis. Eh bien, écoutez, je renvoie les téléspectateurs à votre ouvrage. On trouvera beaucoup plus compléments d'informations. Ça nous permet vraiment de beaucoup mieux comprendre la situation. Jean-Robert Raviot, merci infiniment. Je rappelle donc votre livre « Le logiciel impérial russe », sorti aux éditions de l'Artilleur. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vous en prie, c'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lahn et la petite histoire, mais n'oubliez pas, avant de nous quitter, de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Bon, aujourd'hui on a du boulot. À l'occasion de la sortie de ce hors-série de la nouvelle revue d'histoire sur le sujet être minoritaire en terre d'islam, nous allons nous intéresser à la question de l'Espagne musulmane et du mensonge de la cohabitation heureuse et harmonieuse. Ah oui, c'est bien connu, en terre d'islam, c'est le bonheur total. On rigole, on danse, on rit. Quand on parle de l'Espagne musulmane, on parle bien sûr de la période pendant laquelle l'Espagne, à l'Andalous, a été occupée par les musulmans. Ça va de l'invasion de l'Hispania visigothique en 711 jusqu'à la fin de la Reconquista en 1492. Et aujourd'hui, on nous présente, les spécialistes français nous présentent en tout cas cette période d'occupation musulmane comme une période harmonieuse où régnait l'amitié, la convivialité, l'échange culturel et religieux, et mon cul sur la commode, etc. Cette question, pour les historiens d'aujourd'hui, idéologisée à l'extrême, a pris la dimension d'un véritable enjeu culturel. On veut nous faire croire à une cohabitation harmonieuse et pacifique entre juifs, chrétiens et musulmans, de la même manière qu'aujourd'hui, on veut nous faire gober les mêmes sornettes concernant les flux migratoires qui nous touchent. Alors l'Espagne musulmane a
Al-Andalouse est-elle un exemple de vivre ensemble? Non. Comme le montrent aujourd'hui les historiens sérieux qui veulent bien s'intéresser de près et objectivement au sujet, comme par exemple Rafael Sanchez Sos, les musulmans ont implanté un régime très pervers qui n'a eu de cesse d'humilier et de persécuter les juifs et les chrétiens. Un autre historien a fait un remarquable travail sur le sujet, il s'agit de Séraphin Fanjul, donc Séraphin, je m'excuse pour l'espagnol, tout ce que je sais c'est que les J se prononcent R, donc Séraphin Fanjul. Pour lui, il s'agit tout simplement d'un régime, le régime mis en place par les musulmans, qui s'apparente à l'apartheid en Afrique du Sud. Alors on est déjà loin de la cohabitation heureuse là. Certes, il y a eu des échanges culturels, et ça c'est normal, proximité oblige, mais pour lui il s'agissait d'une période terrifiante pour les minorités en terre d'islam, en terre nouvellement conquise. Cet historien prend à rebrousse-poil l'idéologie dominante qui veut nous montrer Al-Andalouse comme étant une terre riche, pacifique, raffinée, qui a en plus apporté toute la culture de ce Moyen-Âge. Et cette civilisation supérieure, eh bien, elle aurait chuté à partir du moment où les royaumes chrétiens du Nord, ces barbares incultes, auraient repris possession de ces terres. On va commencer par le commencement. De 711 à 756, pour l'historien, il s'agit d'une véritable orgie de sang. Et pas seulement envers les juifs et les chrétiens, mais entre musulmans. Il y a des tensions et des rixes entre la caste arabe, qui est minoritaire mais qui a le pouvoir, et les berbères, qui sont majoritaires mais qui ont été écartés de ce pouvoir. Et concernant les 4 à 5 millions d'hispano-romains et d'hispano-visigoths, ils ont très vite détesté l'envahisseur qui a dû faire face à de nombreuses révoltes. Alors quand les musulmans parvenaient à s'entendre entre eux, ils envoyaient des armées contre les chrétiens, mais la plupart du temps, quand ils étaient en conflit, ils se contentaient de razzias sanglantes. Mais le ton va se durcir crescendo à chaque fois suite à l'arrivée de croyants plus fondamentalistes qui reprochaient à ceux déjà sur place de ne pas avoir assez islamisé le pays. On a eu les Omeyyades en 756, les Almoravides en 1086 et les Almohades en 1145. Et sous le règne de tous ces dirigeants éclairés, on peut citer de nombreuses persécutions antichrétiennes comme à Cordoue au IXe siècle, ou encore le massacre des frères missionnaires qui avaient osé pénétrer dans Grenade pour prêcher la parole du Christ. On peut encore citer la déportation des chrétiens en Afrique, ou encore les pogroms lancés contre les juifs. Et si on se réfère aux chroniques de l'époque, tant musulmanes que chrétiennes, eh bien on nous parle d'un état de guerre permanent. Et aujourd'hui, par magie, c'est devenu un état de paix et un modèle de vivre ensemble. Mais bon, allez comprendre. Le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'on nous présente Al-Andalouse comme un état multiconfessionnel, multiculturel, alors qu'il était avant tout et surtout un état musulman de langue arabe. C'est tout. Concernant les chrétiens qui étaient restés sur place, eh bien ils ont été islamisés de force, et pour les chrétiens et les juifs qui restaient, ils étaient tolérés au début, puis acceptés en fonction des circonstances. Voilà, je me suis mal levé le matin, je suis de mauvaise humeur, j'ai mal à la gorge, un petit pogrom, une petite déportation, et tout s'arrange. Un royaume de paix absolue. Comme je le disais, il y avait la majorité de la population d'Al-Andalouse qui était islamisée, pour 90% d'entre eux au XIIe siècle, et concernant les minorités, certes ils avaient le droit à l'existence en fonction des circonstances, mais une ségrégation de fait était placée entre les musulmans et eux. Ce qui a conduit l'historien que j'ai cité tout à l'heure à parler d'un régime qui s'apparente à celui de l'apartheid en Afrique du Sud. Le vivre ensemble mais derrière un mur, quand même. Pour ce qui est des droits qu'avaient les chrétiens en cette terre musulmane, eh bien on s'aperçoit que ce sont des droits tout à fait honorables et pas du tout discriminatoires. Le musulman avait le droit de se déplacer à cheval alors que le chrétien était lui monté sur un âne. C'est super, on appréciera le geste.
L'église, quand elle n'était pas rasée bien sûr, devait être plus petite que la mosquée. Le chrétien, dhimmi, devait payer un impôt supérieur et les amendes qui le touchaient étaient également supérieures. Par exemple, elles étaient inférieures de moitié pour les musulmans. Ça c'est cadeau, c'est les allocs. Les mariages mixtes étaient bien sûr interdits, et on nous dit également qu'un chrétien qui tuait un musulman, même en cas de légitime défense, était condamné à mort. Ça c'était radical. Par contre, dans le cas inverse, si un musulman tuait un chrétien gratuitement comme ça, parce qu'il avait mal à la gorge, pas de problème. Un chrétien n'avait pas le droit d'avoir une maison plus haute que celle d'un musulman, il n'avait pas le droit d'avoir des serviteurs musulmans, et il devait se lever quand un musulman entrait dans une pièce. Mais là, c'est la moindre des choses, quand même. Voilà le portrait de la société multiculturelle où règne le vivre ensemble et l'harmonie que nous vantent nos idéologues d'aujourd'hui. C'est beau, c'est beau. Je finirai par un dernier mot concernant l'héritage musulman que les musulmans auraient légué à l'Europe médiévale et qui aurait fait toute la culture médiévale. Je vais citer l'historien Fandroul. Pour lui, qu'on le veuille ou non, sur le plan religieux, l'Europe n'a pratiquement rien pris de l'islam, ni les dogmes, ni des arguments théologiques, ni des références textuelles. Elle n'a rien pris non plus dans le domaine juridique, institutionnel ou politique. Et concernant la culture populaire traditionnelle espagnole, à laquelle on a prêté de nombreuses influences musulmanes, eh bien ces influences sont tout à fait marginales. Elles ont été marginales surtout par rapport à l'immense héritage latin et chrétien qui constitue la majorité de ces sources. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur ce sujet. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres situations, comme par exemple dans les Balkans ou même concernant les chrétiens d'Orient, sur le fait de savoir ce que c'est de vivre en terre d'islam en étant minoritaire, je vous conseille bien entendu ce numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire hors série d'Al-Andalus aux chrétiens d'Orient, être minoritaire en terre d'islam. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur TV Liberté.